Il est 14 heures, bonjour, soyez les bienvenus. 14 heures, 15 heures, c'est votre rendez-vous d'info du samedi après-midi. Un seul titre, la guerre au Moyen-Orient, 22e jour de guerre. Les dernières images, les dernières informations, et cette information importante, selon le site Tasnim, un média iranien, les États-Unis et Israël auraient frappé le site nucléaire iranien de Natanz. On va y revenir longuement durant cette heure. Mais tout de suite, les toutes dernières informations. Et c'est avec un réel plaisir que j'accueille Noémie Hardy. Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de l'actualité, Israël va intensifier ses frappes en Iran. Le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, s'est exprimé ce samedi lors d'une réunion d'évaluation de la situation. Il a annoncé que l'intensité des frappes en Iran va augmenter considérablement dans les prochains jours, probablement dès demain. En Irak, un officier a été tué aujourd'hui dans une attaque de drone. Cette attaque visait les services de renseignement irakiens dans un quartier résidentiel du centre de Bagdad. Elle intervient en pleine festivité de l'Aïd qui marque la fin du Ramadan. Elle n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Et puis le nombre de cas de méningite en Angleterre monte à 34. Cette maladie a déjà fait 2 morts dans le sud de l'Angleterre. Le ministre anglais de la Santé a qualifié l'épidémie de sans précédent. Pour rappel, un cas a été signalé en France et le ministère français de la Santé a confirmé mercredi qu'une personne était hospitalisée dans un état stable. Voilà Thierry pour l'essentiel de l'actualité. Et on vous retrouve dans 30 minutes. À tout à l'heure, Noémie. Je vous présente l'équipe qui m'accompagne. J'accueille beaucoup de plaisir Manaz Chirali, sociologue et spécialiste de l'Iran. Soyez là, bienvenue. Vincent Roy est avec nous. Bonjour Vincent. Bonjour Thierry. Le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, est avec Bonjour. nous. On aura bien besoin de votre regard après ce 22e jour de conflit au Moyen-Orient. Et j'accueille pour la première fois Myriam Shermer, journaliste politique israélienne. Soyez la bienvenue. Bonjour. On va donc commencer, si vous le voulez bien, par cette information que je vous donnais dans les titres. Les États-Unis et Israël auraient mené des frappes contre le complexe nucléaire iranien de Natanz, situé dans le centre du pays. C'est une information de l'agence de presse iranienne Tasnim. Sarah Varni est avec nous. Bonjour Sarah. Que sait-on très précisément autour de cette information ? Eh bien, regardez, il s'agit de l'un des 3 sites de complexes d'enrichissement d'uranium connus en Iran. Sur cette carte, vous pouvez que le site de Natanz se trouve au centre du pays. Mais regardez, il existe également d'autres installations nucléaires un petit peu partout dans le pays. Ce complexe ultra protégé est l'un des sites les plus secrets et les plus sensible du programme nucléaire iranien qui produit de l'uranium enrichi à 60%, un seuil proche des 90% nécessaires à la production d'une arme nucléaire. Ce n'est pas la première fois que ce site est visé par des frappes. Ça, c'est important. Effectivement, Thierry, Israël a déjà ciblé ce complexe, notamment lors de la guerre des 12 jours. En juin 2025, les frappes israéliennes avaient détruit la partie en surface de l'usine, ainsi que des points d'entrée supposés aux installations souterraines. En avril 2021, un sabotage avait provoqué une panne de courant, un sabotage attribué à l'Iran, par l'Iran au Mossad. Et en juillet 2020, une explosion avait endommagé une usine d'assemblage de centrifugeuses sans ralentir l'activité. Alors pourquoi y a-t-il autant d'inquiétudes ? Eh bien car l'enrichissement de l'Iran en uranium est ambigu, car il peut avoir des fins civiles aussi bien que militaires. Selon les Américains, l'Iran aurait environ 460 kg d'uranium enrichi à 60% et il leur faudrait moins de 10 jours pour atteindre les 90% nécessaires pour produire l'arme nucléaire. Après l'annonce de cette nouvelle attaque contre le site de Natanz, l'Agence internationale de l'énergie atomique appelle à la retenue militaire. Merci pour ce point très précis. Je commence avec vous, Général Philippe Sidos. Ça nous dit quoi de ce 22e jour de guerre et de cette attaque de ce site qui n'est pas effectivement confirmé? On sera avec le colonel Olivier Rafovich dans quelques instants, mais pour le moment, on n'a pas de confirmation. Non, on n'a pas de confirmation. Enfin, c'est dans la poursuite de la grande mission de destruction des sites nucléaires et de la capacité de l'Iran à produire des armes nucléaires. Alors, c'est peut-être légèrement contradictoire avec les déclarations récentes de la directrice du renseignement militaire américain qui a dit que tout avait été détruit, et voire même de déclarations d'Iraniens qui disaient qu'ils n'étaient plus capables de produire. Néanmoins, ça démontre une certaine résilience, une multitude d'objectifs encore à frapper. C'est surtout ça que je vois. Manaz Chirali, quelle est votre réaction sur cette information? Encore une fois, non confirmée par les Israéliens, non confirmée par les Américains.
De toute façon, vous savez, les Iraniens n'ont jamais montré beaucoup d'intérêt pour le programme nucléaire de leur régime. Et on ne comprenait pas pourquoi un pays qui repose sur un océan de gaz et de pétrole doit s'investir dans le projet nucléaire au détriment des intérêts nationaux des Iraniens. Le bombardement des centrales nucléaires font évidemment très plaisir au peuple, contrairement aux dirigeants iraniens qui ont vraiment lapidé la richesse de ce pays dans un projet totalement frauduleux. Myriam, quelle est votre réaction ? Bon, c'est évidemment l'objectif israélien. On entend des déclarations contradictoires de la part du président Trump sur la durée éventuelle de cette opération. Donc, on avait dit 6 semaines au départ, vous vous souvenez ? 6 semaines, et puis des fois il dit ce sera bientôt fini. Et puis là, hier soir, il nous dit qu'on va bientôt finir nos opérations. Donc les Israéliens font au plus vite, au mieux. On a une banque énorme de cibles préparées par les renseignements israéliens. Et donc l'objectif, effectivement, c'est vraiment de décapiter le régime, pas seulement sur le plan humain, mais vraiment pour que le lendemain de la guerre, le régime iranien ne soit plus capable de fonctionner à tous les niveaux. Vincent. Écoutez, on ne comprend pas grand-chose. La guerre, c'est quand même le terrain de la communication pour part mensongère. Durant la guerre des 12 jours, après la guerre des 12 jours, on nous a expliqué que finalement, on avait réglé le problème et que les Iraniens étaient incapables de produire une bombe nucléaire. Bon, voici qu'aujourd'hui, on y revient. Vous parliez de la durée de la guerre. La durée de la guerre, elle est corrélée aux objectifs américano-israéliens. Soit on veut détruire la possibilité de nucléaire militaire, ça c'est une durée, soit on veut renverser le régime iranien, c'est une autre durée et peut-être une autre paire de manches. D'autant qu'on est à 22 jours, que dans 60 jours, la poursuite de la guerre sera soumise pour Donald Trump à un vote. Et on m'explique qu'on fait venir un porte-avions depuis la Californie et que ce porte-avions va mettre 3 semaines à arriver. Tout ça allonge considérablement le temps de la guerre et l'épée de Damoclès du vote de 60 jours aux États-Unis repose sur les épaules ou risque de tomber sur les épaules de Donald Trump. Alors, est-ce que l'objectif, parce que c'est très flou, Donald Trump dit un jour quelque chose et le lendemain autre chose, est-ce que l'objectif c'est uniquement le nucléaire militaire iranien? Est-ce que c'est renverser le régime? J'avoue que de ma fenêtre, objectivement, on a du mal à comprendre à la fois ce que veulent les Américains. Il me semble que les Israéliens, d'une certaine manière, c'est un peu plus clair, mais on a du mal à comprendre quels sont exactement les objectifs, d'abord s'il y en a plusieurs, ou s'il n'y en a qu'un seul. Donc pour l'heure, c'est un large point d'interrogation, d'autant que, me semble-t-il, les frappes là ne sont pas confirmées par... Et justement, c'est ce que ne sont pas confirmées par les Israéliens, mais confirmées uniquement par les Iraniens. Général Philippe Silos, juste avant de retrouver justement le colonel Olivier Rafovitch qui nous attend. C'est revendiqué par les Iraniens, déclaré par les Iraniens. Est-ce que ça ne pourrait pas leur donner prétexte à frapper justement des centrales nucléaires israéliennes? Voilà, c'est aussi de la guerre d'information de prétexte. Est-ce qu'ils ont besoin de prétexte? C'est ça. En plus. Ils l'ont déjà fait, je crois, mais ça leur donnerait un nouveau prétexte, effectivement. Alors, on est avec le colonel Olivier Rafovitch, porte-parole, vous le savez, de l'armée israélienne. Bonjour, colonel. Merci mille fois d'être avec nous. J'ai beaucoup de questions à vous poser en ce samedi matin. D'abord, évidemment, cette information, ces frappes sur le site nucléaire de Natanz. Une information iranienne, on ne cesse de le souligner, non confirmée par Israël, non confirmée par les Américains. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire très précisément, colonel ? La même chose, merci de m'inviter dans votre émission aujourd'hui. En aucun cas, nous ne confirmons ces frappes. Ce que je peux vous confirmer, par contre, c'est que dans cette campagne contre le régime des Mollahs, l'objectif est entre autres de réduire à néant la capacité militaire nucléaire du régime des Mollahs. Et je rappellerai à ceux qui ont oublié, c'est qu'en juin 2025, durant l'opération des 12 jours, ce n'était pas seulement une opération aérienne, une aventure militaire, c'était la manière d'empêcher l'Iran à l'époque d'obtenir entre 9 et 15 bombes atomiques. In extremis, on l'a empêché. Maintenant, l'opération s'est arrêtée, mais ce que nous savons, c'est que le renseignement israélien sait, ce que le renseignement américain sait, et d'autres d'ailleurs agences de renseignement dans le monde, c'est que le régime des Mollahs, après juin 2025, ne s'est pas arrêté là. Il a continué à essayer de construire ce programme nucléaire militaire secret. Il a accéléré des manières d'enfouir et de fortifier des sites nucléaires. Je ne veux pas parler de l'uranium enrichi que vous connaissez comme sujet, mais
Si vous me permettez une petite parenthèse, j'entends tous ces panels de gens qui ne savent pas, qui ne comprennent pas, qui posent des questions sur le temps, sur qui, sur quoi. Je voudrais vous dire une chose du côté israélien qui doit être claire et nette pour les opinions publiques en Europe et en France en particulier. Pour nous, cette guerre, elle est existentielle. Parce qu'on est face à des gens qui, depuis 47 ans, crient mort à l'Amérique et mort à Israël et qui travaillent d'arrache-pied pour faire que cette vocation de vouloir détruire Israël soit appliquée. Donc, quand on fait la guerre au régime des Mollahs, lorsqu'on cherche les missiles balistiques, lorsqu'on détruit le programme nucléaire militaire secret et les systèmes multiples qui sont éparpillés sur le sol iranien, c'est pas seulement une campagne militaire classique, c'est une guerre existentielle. Et je rappelle qu'il y a à peine 2 jours, le guide suprême, le nouveau guide suprême a dit qu'il voulait continuer à faire tout pour détruire l'État d'Israël, qu'il y a eu, je crois, hier ou avant-hier, une fatwa qui est sortie des mollahs ou des ayatollahs qui disent que maintenant l'Iran doit ou a le devoir de produire une bombe atomique. On n'est pas ici seulement dans des paroles. Et ceux qui se posent des questions sur le temps de l'opération, je vais vous répondre. L'État d'Israël n'a pas de chronomètre en main, en aucun cas. Et aujourd'hui, nos alliés américains ont, je crois, la force, la détermination, mais également la manière de ne pas vous dire qui, quoi et comment, parce que l'ennemi écoute. Si maintenant, supposez un instant que M. Trump ou le Pentagone vous dirait l'opération va durer X temps. De l'autre côté, l'ennemi va jouer la montre. Dans quelle guerre vous dites à votre ennemi quand c'est que vous arrêtez de frapper et quand c'est que c'est terminé? Dans aucune guerre. Nous sommes dans une véritable guerre. Et je rappellerai juste un dernier point, avant votre question, je suppose, c'est que cette nuit, le régime des Mollahs a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée à 4000 km de distance sur l'île de Diego Garcia, qui appartient au Royaume-Uni, où il y a également des éléments américains. Ça veut dire que la capacité balistique de l'Iran, même conventionnelle, n'est-ce pas, est capable de porter des coups dans toutes les capitales d'Europe de l'Ouest. Et ça fait des années que nous disons, attention, ce régime est un régime dangereux. Ce n'est pas un problème israélien, c'est un problème international. Or, aujourd'hui, heureusement, je dis bien heureusement, l'allié américain, l'administration américaine, le président américain, avec nous, avons choisi l'action et non, je dirais, l'attente ou l'appeasement face à un régime qui est extrêmement dangereux. Et justement, colonel, vous venez de le préciser, hein, cette frappe sur la base de Diego Garcia, c'est pas anodin, ça devrait interpeller l'ensemble des pays européens, hein, 4000 km de distance. Hein, voilà. Je veux dire que nous sommes, je vous le dis franchement, nous sommes un peu surpris de la non-action et d'une certaine passivité, même si elle n'est pas totale, de la part de grands pays qui regardent, qui comprennent, mais qui n'agissent pas. C'est pareil avec le Hezbollah au Liban, où on est face à une menace depuis des années, où le Liban est vraiment métastasé par l'Iran via le Hezbollah en territoire libanais. On discute, on essaie de faire des commissions, des comités, des rencontres, mais c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, malheureusement, qu'on arrête des pays qui veulent vous détruire. Ni le Hezbollah pour Israël et pour l'État libanais en tant que tel, ni l'Iran des Mollahs. D'ailleurs, aujourd'hui, vous voyez très bien qu'ils attaquent tout le Moyen-Orient. Ils bombardent le Moyen-Orient, ils veulent créer une véritable crise internationale. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est seulement concentré sur Israël. Et qu'est-ce qu'attend le monde libre, au-delà d'Israël et des Américains, pour comprendre que cette menace, elle est existentielle et qu'elle peut devenir demain dangereuse pour d'autres pays qui aujourd'hui pensent qu'ils sont en dehors du scope d'action de ce régime des Mollahs. Et oui, et on le voit avec cette frappe, 4000 km évidemment, ça devrait être un avertissement sérieux pour tous les pays européens. L'armée israélienne, colonel, a annoncé ce matin avoir lancé donc des frappes sur Beyrouth et plus que jamais, l'objectif numéro 1, on en a déjà parlé ensemble, je vous le rappelais ce matin, c'est le Hezbollah. Hezbollah et Hezbollah. Le Hezbollah, c'est des dizaines de milliers d'hommes au sein du Liban qui depuis des années reçoivent à peu près $1 milliard par an des caisses des gardiens de la révolution pour faire la guerre à Israël, sur le dos des Libanais, au détriment de l'État libanais. 3 jours après la campagne américano-israélienne contre le régime des Mollahs, ils sont entrés dans une campagne extrêmement intense contre Israël, drones et missiles tous les jours, le Nord est attaqué. Nous répondons très sérieusement, mais la différence cette fois-ci, et je l'ai dit autrefois sur vos antennes, à vous-même d'ailleurs, c'est que cette fois-ci, encore une fois, je vous l'ai dit à l'époque, je pèse mes mots, là je repèse mes mots, cette fois-ci, c'est terminé. Nous ne laisserons plus jamais le Hezbollah
être une menace pour Israël, militaire, terroriste. Et aujourd'hui, nous avons 2 divisions actuellement en territoire libanais des opérations qui sont limitées encore au sud du fleuve Litanie. Nous avons détruit de très nombreux ponts qui traversent le Litanie pour ne pas permettre aux forces du Hezbollah de traverser du sud au nord ou de nord au sud. Nous essayons quelque part de prendre en étau les forces du Hezbollah qui se trouvent au sud du Liban. Nous avons demandé aux populations d'évacuer pour leur sécurité. C'est vrai qu'il y a à peu près 1 million de Libanais, surtout des Libanais chiites, qui ont dû évacuer pour leur sécurité. Ce n'est pas du tout le but d'Israël que le Liban souffre ou que les Libanais souffrent. Par contre, nous savons que les membres du Hezbollah empêchent des gens de Beyrouth ou de Beyrouth Sud d'évacuer dans des zones sécurisées pour les laisser comme des boucliers humains. Et dernier point, malgré la propagande du Hezbollah et de ses alliés, de ses amis, et je vois également en France des gens qui ne comprennent pas pourquoi Israël attaque le Hezbollah. Ils voudraient peut-être que nous laissions le Hezbollah se développer tranquillement et devenir une Iran des mollahs dans l'intérieur du Liban, que le Liban soit remplacé par le régime des mollahs. Nous ne voulons pas, nous ne permettrons pas que le Hezbollah continue à être une menace. D'ailleurs, le gouvernement libanais sait très bien pourquoi nous faisons ça. Ils n'ont pas les moyens, malheureusement, de leur volonté. L'armée libanaise est très faible. Les pays qui aident le Liban n'ont pas réussi à faire que l'armée libanaise puisse arriver à bout du Hezbollah. Et aujourd'hui, encore une fois, si Israël ne passe pas à l'action, le Hezbollah continuera à être une menace et pour le Liban et pour Israël. Colonel Rafovitch, cette information également que j'aimerais vous donner, puisqu'on a commencé cet échange sur ces frappes que vous ne confirmez pas, hein, et j'en ai pris bonne note sur le site nucléaire de Natanz, mais Moscou condamne les frappes irresponsables sur le site nucléaire de Natanz. Voilà, je vous donne et je vous livre l'information, c'est une dépêche de l'agence France-Presse qui tombe à l'instant. Vous savez, il y a quelques jours, l'armée de l'air israélienne a détruit la marine iranienne dans la mer Caspienne. Une des raisons de ces attaques qui ont détruit la marine iranienne en mer Caspienne, c'est le fait qu'il y a des transferts d'armes et d'autres moyens de la Russie vers l'Iran. La Russie, aujourd'hui, nous le savons, a des relations avec l'Iran. Nous l'avons vu avec la guerre en Ukraine, où des drones Shahed iraniens sont arrivés en Russie et ont touché les villes d'Ukraine, n'est-ce pas, par centaines, par milliers. Cette relation, elle existe. La relation aujourd'hui avec Israël et la Russie n'est pas une relation du tout de conflit, mais il est clair que l'Iran a des relations avec la Russie et elles existent encore une fois. Mais je voudrais juste revenir sur un point sur le nucléaire iranien. Pourquoi l'Iran veut la bombe atomique? L'Iran veut la bombe atomique comme la Corée du Nord à l'époque a voulu la bombe atomique. Sauf que la Corée du Nord a réussi à l'obtenir et a réussi à sanctuariser ad aeternam un régime de gangsters, de voyous et de morts. Si l'Iran aujourd'hui veut la bombe atomique, c'est en fait le régime des mollahs, et c'est presque une petite poignée de ces chefs mafieux, gangsters, criminels, qui veulent la bombe atomique comme un joujou personnel pour sanctuariser leur pouvoir. Maintenant, ça fait des années que cette histoire court, elle continue. On ne peut pas laisser ce régime, même si aujourd'hui il est en difficulté grâce à l'action israélienne et américaine, se radicaliser et de nouveau essayer par tous les moyens d'obtenir la bombe atomique. Parce que ce régime n'a aucun problème d'aller dans une politique de jusqu'au boutisme, c'est-à-dire de mettre l'Iran à feu et à sang, qu'il y ait des milliers de morts en Iran, puisqu'on a vu qu'ils ont tué eux-mêmes entre 50 et 60 000 Iraniennes et Iraniens entre le 8 et 9 janvier 2026 durant des manifestations anti-régime. Donc, ils n'ont aucun problème qu'il y ait des morts en Iran. Le problème, c'est qu'ils veulent rester au pouvoir. Ils veulent rester au pouvoir à tout prix. Et aucune négociation aujourd'hui, aucun compromis avec eux n'est acceptable. Ils doivent, ce régime, ils doivent être en dehors de l'Iran. Et nous espérons que le peuple iranien, les Iraniennes et les Iraniens, tout ce grand peuple iranien, ait la capacité, ait la détermination, et évidemment tout ce qui s'ensuit pour être capable de changer de régime. Et nous, du ciel, comme l'a dit notre Premier ministre, nous regardons et nous agissons. Mais l'action ne peut se faire que par le peuple iranien.
Et Manaz Chirali, qui est à mes côtés, vous écoute et approuve évidemment. Dernière info, ce matin, c'est un jardin d'enfants qui a été pris pour cible en Israël. 2 mots sur ce qui s'est passé, colonel Rafovitch, et on terminera là-dessus. J'y étais ce matin, donc c'est à Rishon LeZion, un missile balistique à fragmentation. Là, vous voyez les résultats d'une des bombes de cette tête explosive qui a touché de plein fouet cette crèche, ce jardin d'enfants, où des enfants de 6 mois à 3 ans, normalement, sont là, présents. On parle d'une frappe qui est une des frappes parmi d'autres frappes en Israël, dans des centres urbains, dans des villes. Le but ici est de tuer des hommes, de tuer des femmes, de tuer des enfants. Évidemment, une arme qui est c'est un crime de guerre, puisqu'on parle d'une arme à fragmentation. Mais tout cela réuni vous montre également que ce pays-là, malgré 22 jours de guerre, continue à vouloir menacer, à vouloir cibler les villes d'Israël, les villes du Moyen-Orient. Tant que les objectifs ne seront pas atteints, cette guerre doit continuer et elle va continuer jusqu'à l'obtention des objectifs. La fin de la menace balistique, la fin de la menace nucléaire, la fin, espérons-le, de ce régime des mollahs remplacé grâce au peuple iranien par quelque chose d'autre, j'espère de démocratique et de libre, et la fin du Hezbollah, mais qui est liée en fait quelque part de manière presque symbiotique à ce régime des mollahs. Merci en tous les cas pour ce point très précis, colonel Olivier Rafovitch, porte-parole de l'armée israélienne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Merci beaucoup de ce jardin d'enfants. Donc, pris pour cible, je vous propose d'écouter ce policier qui était sur place, un témoignage recueilli par nos équipes sur place. Cette école maternelle était fermée. Heureusement, personne n'a été blessé. Et les enfants n'étaient pas là. Mais on voit bien les dégâts que ces missiles peuvent causer. L'un des missiles s'est divisé en plusieurs fragments et l'une des bombes a frappé juste ici. On peut voir que cette seule bombe issue de ce missile a causé d'énormes dégâts lors de l'essai civil. Voilà, témoignage. Réaction, Manaz Chirali. On a vu, et j'ai vu que vous approuviez le colonel Rafovitch, ce sont les Iraniens, les Iraniennes qui doivent prendre les choses en main. Mais on en parlera dans cette émission. Les mollahs continuent à mener des actions de répression, mais on en reparlera. Alors évidemment, c'est aux Iraniens qui, pour terminer le travail qu'ils ont commencé déjà pendant longues années. Les Iraniens ont essayé de faire des réformes à l'intérieur du régime. Ça n'a pas abouti. Pendant plusieurs manifestations, ils sont sortis, ils ont désavoué le régime. Et la seule réponse de la République islamique envers les Iraniens, c'était des massacres, comme vous avez vu, les 8 et le 9 janvier. Alors, c'est vrai que ce peuple ne pouvait pas, il était incapable de renverser ce régime. Donc, les Iraniens ont appelé de leur vœu l'intervention de la communauté internationale. La communauté internationale n'a pas répondu. Il n'y a que les Américains et les Israéliens qui ont répondu. Ils sont venus en aide. Les témoignages que je reçois à longueur de journée, les Iraniens qui nous écrivent en disant que nous avons peur, évidemment. Notre maison tremble tout le temps. La peur est là, mais il y a de l'espoir que ce régime tombe. Vous savez, M. Kaban, personne n'apprécie d'être bombardé. Personne ne veut que son pays soit bombardé. Même les Iraniens, avant les derniers massacres, l'idée de la guerre les répugnait. Mais si aujourd'hui, l'armée israélienne, aux yeux des Iraniens, est une armée de libération, c'est que les Iraniens n'avaient aucun autre choix que la guerre. Le régime ne pouvait pas partir avec la guerre. Je vais juste souligner une chose. Je reçois systématiquement des messages des Français qui me donnent des leçons patriotiques en disant que les Israéliens sont des massacreurs, il faut les dénoncer. L'Iran est un grand pays, n'a rien à voir avec la bande de Gaza. Ce qui s'est passé au Gaza n'est pas en Iran. On ne peut pas passer d'un pays à l'autre et en reproduisant les mêmes schémas. La bande de Gaza ne fait même pas 1/100 de la ville de Téhéran. Donc il faut arrêter de prendre exactement la même grille analytique et l'appliquer aux autres pays. L'Iran est entre les mains des mollahs, des mafiosi des mollahs, et l'Iran doit être libéré. Aujourd'hui, l'armée israélienne est considérée comme l'armée de libération. Ce n'est pas du tout la même. Les Iraniens, contrairement aux Gazaouis, ne soutiennent pas la République islamique. Alors que jusqu'à la dernière minute, les Gazaouis ont soutenu bec et ongle le Hamas. On n'est pas dans le
le même cas de figure, on n'est pas dans le même pays, la situation change. Aujourd'hui, nous souhaitons que la guerre continue jusqu'à ce que le régime tombe. On marque une pause dans ce mini-news de ce samedi. On se retrouve dans quelques instants pendant la direction de Dubaï et on continuera de décrypter donc cette situation, 22e jour de guerre au Moyen-Orient avec nos spécialistes et nos invités et nos envoyés spéciaux. À tout de suite. 14h30, merci de nous accueillir évidemment. C'est la poursuite de votre rendez-vous de la mi-journée sur CNews avec cette édition spéciale consacrée à ce 22e jour de guerre. On fait un nouveau tour de l'info avec vous, Noémie Hardy. À la une de l'actualité, ce samedi, des frappes américaines et israéliennes ont ciblé le site nucléaire iranien de Natanz. Il s'agit de l'un des 3 complexes d'enrichissement d'uranium connus en Iran. Ce site ultra protégé est l'un des sites les plus secrets et les plus sensibles du programme nucléaire iranien qui produit de l'uranium enrichi à 60%. Une attaque qui a été condamnée par Moscou. L'Iran a tenté de frapper sans succès hier la base américano-britannique de Diego Garcia, située dans l'océan Indien. Une information confirmée par une source officielle britannique. Selon cette source, cette tentative infructueuse a eu lieu avant que le gouvernement britannique annonce vendredi qu'il autorisait les États-Unis à utiliser certaines de ces bases pour frapper des sites iraniens. Des sites qui permettraient aux Iraniens d'attaquer des navires dans le détroit d'Ormuz. Et puis les réquisitions sont connues dans l'affaire de Justine Vérac, la réclusion criminelle à perpétuité et une peine de sûreté de 22 ans. C'est ce qui a été requis samedi à Tulle contre Lucas Larrivé. Le jeune de 24 ans était jugé pour le viol et le meurtre de Justine Vérac après une soirée en discothèque en 2022 en Corrèze. Voilà Thierry pour l'essentiel de l'actualité. Merci beaucoup. On poursuit à mes côtés en ce samedi. Vincent Roy est toujours là. Le général Philippe Sidos, ancien chef du bureau de liaison de la FINUL, est avec nous. Manaz Shirali, sociologue et spécialiste de l'Iran. Sans oublier Myriam Shermer, journaliste politique israélienne, qui participe pour la première fois à nos émissions. On va poursuivre notre édition spéciale consacrée donc à ce 22e jour de guerre. On va prendre la direction de Dubaï, retrouver l'une de nos équipes sur le terrain. Pauline Trefzer et Stéphanie Rouquier. Bonjour Pauline, merci d'être avec nous. Donc au 22e jour de cette guerre, le conflit, on le disait, semble prendre une autre tournure dans les pays du Golfe alors que les attaques se poursuivent. Le régime islamique iranien appelle désormais à l'évacuation de villes entières, notamment aux Émirats. C'est bien cela Pauline ? Oui, tout à fait Thierry. Et ici aux Émirats où nous sommes avec Stéphanie Rouquier, nous avons été encore réveillés cette nuit par 2 alertes. Il y a eu de nouvelles interceptions de missiles dans le centre de Dubaï. Mais ce qu'il faut retenir, Thierry, vous l'avez dit, c'est que Téhéran appelle désormais à évacuer une ville entière, la ville de Ras Al Khaimah aux Émirats où vivent plus de 200 000 personnes appelées désormais à être déplacées. Car l'Iran affirme que des attaques américaines contre son territoire auraient été lancé depuis cette ville. C'est la première fois que l'Iran appelle à une évacuation aussi massive. Et parallèlement, depuis hier, le régime des Mollahs continue de viser les autres pays du Golfe, le Koweït et aussi l'Arabie saoudite, qui a affirmé avoir intercepté pas moins de 51 drones depuis ce matin. Thierry. Alors Pauline, on a le sentiment qu'il y a un rapprochement qui est en train de s'opérer donc, entre les pays du Golfe et les États-Unis. J'ai juste une question, est-ce qu'une riposte serait possible ? Oui, car on voit bien que la politique de retenue des pays du Golfe est de moins en moins tenable. On peut s'attendre à une possible riposte. Encore hier, le ministre des Affaires étrangères saoudien affirmait que la patience de l'Arabie avait ses limites. Il avait également affirmé que l'Arabie s'accordait le droit de riposter militairement vers l'Iran. On sait d'ailleurs que les pays du Golfe se rapprochent de plus en plus des États-Unis. Les États-Unis qui viennent d'ailleurs d'obtenir l'accès à la base aérienne du roi Fahd à Taïf en Arabie saoudite, une nouvelle position stratégique à l'ouest du pays, moins exposée aux frappes iraniennes. Merci Pauline. Pauline Trefzer et Stéphanie Rouquier depuis Dubaï. Quel est votre regard justement sur la question que je posais, Général Philippe Sidos, à cette riposte possible ou pas? Quel est votre regard?
Les Saoudiens, qui sont effectivement dépendants et très alliés des Américains, commencent à montrer les dents. Alors, ils pourraient probablement s'intégrer dans un dispositif aérien américain, puisqu'ils ont des avions américains, des personnels formés depuis des années et des années à travailler avec les Américains. Et ce serait effectivement une étape, une réelle étape de coalition, une coalition qui s'élargirait. Alors, comme les Saoudiens ont des bonnes relations avec Israël, ça pourrait très bien s'intégrer, ça formerait un nouveau front. Et puis voilà, et puis ça isolerait un peu plus les Iraniens. Au niveau de grande stratégie, c'est un peu ça. Miam, cher, quel est votre regard, vous ? Alors bien évidemment, je pense que les Israéliens aimeraient le plus d'aide possible pour que ça dure le moins de temps possible. Ça, les appels ont été lancés. Hein. Pas très entendus du côté de l'Occident, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, Jérusalem est pour le moins très déçue de ce qui se passe du côté occidental, sachant que vraiment, d'une part, la menace iranienne, c'est une menace qui concerne les Européens, on l'a dit, et puis ils sont présents aussi sur le sol, et on le sait. Il y a des opérations iraniennes qui sont menées en permanence contre l'Occident. Et puis vraiment, cette idée, si vous voulez, que pourquoi les Européens ont demandé de l'aide à la communauté internationale concernant l'Ukraine, mais ne sont absolument pas disposés à participer d'une opération qui finalement concerne la planète entière, évidemment concernant les marchés et le prix de l'essence, mais de manière générale contre une menace islamique. Encore une fois, le régime des mollahs, c'est le peuple iranien qui est prisonnier, ce sont les Israéliens qui sont visés, mais c'est une influence, on vient de parler du Liban tout à l'heure, c'est une influence internationale et certainement sa disparition pourrait contribuer à un Proche-Orient beaucoup plus stable. On vient de le voir, les pays modérés sont eux aussi attaqués et perdent patience. Ce serait une grande chose de voir l'axe modéré sunnite aux côtés d'Israël et des États-Unis contre l'axe islamiste chiite. Un mot sur la visite de M. Barrot hier, qu'on a commenté sur l'antenne de CNews. Comment a été perçue cette visite, ces déclarations, etc. Le langage est un peu plus satisfaisant pour Israël parce qu'il y a des condamnations fermes. Notamment sur le Hezbollah. Notamment sur le Hezbollah, ce qui était un point sensible. Vous savez que Jérusalem et Paris sont quand même assez fâchés, notamment depuis, ou en froid, depuis ce qui s'est passé en septembre avec la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien par Paris. Mais effectivement, on accueille avec en tout cas satisfaction ces condamnations, tout en sachant qu'on aimerait bien que l'action fasse suite aux mots. Le gouvernement libanais, qui est soutenu par Paris, s'était engagé à désarmer le Hezbollah. Ce n'est pas arrivé, on l'a vu, on a de l'argent iranien qui continue d'arriver, on a ce qu'on appelle des propriétés privées qui contiennent en réalité les infrastructures du Hezbollah qui ne sont pas touchées par l'armée libanaise. Vous savez, cette nuit, les habitants du Nord ont été pilonnés 26 fois, c'est une alerte toutes les 20 minutes. C'est l'enfer. Impossible de tenir comme ça. Et Régine Delfour nous le disait hier, une de nos envoyés spéciaux, en disant que les Israéliens, même s'il y a de la résilience, c'est le mot qu'on utilise souvent, et c'est vrai, commencent à être un peu fatigués. On entre dans la 4e semaine de guerre, c'est une ambiance de confinement, les enfants n'ont pas école, mais les parents sont censés travailler. Vous avez 3 enfants en moyenne par famille en Israël, je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire, ils sont censés avoir cours en ligne, mais pas toutes les familles ne disposent de 5 écrans. On est dans une situation, on arrive à la fête juive de Pessah, qui est la plus grande fête de l'année, sans activité périscolaire pour les enfants, sans certitude pour la capacité de la fêter, en sachant que chacun est plus ou moins confiné chez soi. Effectivement, ça commence à faire très long. Vincent. Oui, mais enfin, il n'y a pas de moyen. Encore une fois, le Hezbollah, on ne peut pas s'en défaire aussi facilement qu'on le voudrait. Et sur ce point, le porte-parole, a raison de dire de toute façon, on ne peut pas quantifier le temps que... La durée de la guerre. Le temps que cela nous prendra. Non, on a un problème, nous. Effectivement, il s'agirait, d'après le président de la République, de faire quelque chose dans le détroit d'Ormuz, de faire en sorte qu'on puisse collaborer à sa réouverture, parce que ça n'est pas évidemment sans conséquence sur les marchés européens de manière générale. Vous avez vu que l'Italie faisait un effort en baissant de 25 centimes le prix de litre d'essence, que l'Espagne faisait un effort de 30 centimes. Bon, nous, comme on n'a plus d'argent, on ne peut pas effectivement faire d'efforts puisqu'on est totalement exsangue. Donc là, il n'est plus de question de quoi qu'il en coûte. Mais il faut faire très attention à une chose, parce qu'on parle beaucoup du pétrole, et c'est vrai qu'il a énormément d'influence, y compris dans un nombre de domaines, dans les engrais, dans énormément de domaines. Mais il faut faire attention également au gaz. Parce que vous savez que en France, gaz et l'eau aussi. C'est pas le cas en Espagne et c'est pas le cas au Portugal, mais le prix de l'électricité est connexe de celui du gaz. Il est indexé sur celui du gaz. Ça veut dire que si on avait une augmentation du prix du gaz, on aurait aussi une augmentation du prix de l'électricité. Et alors là, ce sont les gilets jaunes multipliés par 4. Vous voulez rajouter un mot? Je voulais rajouter quelque chose. On va retrouver Claude Moniquet à ce qu'a dit Madame à propos du comportement du Hezbollah au sud Liban. Effectivement, on a été dans une impasse, particulièrement avec la FINUL et l'armée libanaise. Bon, depuis 2006, vous savez qu'il y a la résolution 1701 qui ne reconnaît comme force armée que l'armée libanaise au sud Liban.
Le Hezbollah a toujours avancé masqué au sud Liban. La FINUL a toujours été mise en difficulté par justement ce que Madame a cité, les propriétés privées. Alors ça paraît totalement anodin effectivement dans le long discours, mais c'est un combat que la FINUL a mené. Parce que un des principes d'emploi de la FINUL, c'était la liberté de mouvement dans toute la zone. Et en fait, on s'est constamment heurté au Hezbollah. Alors le Hezbollah n'existe pas. D'ailleurs, le nom de Hezbollah n'apparaît pas dans les résolutions. Ce sont des groupes armés non étatiques. Alors après, on le constate sur le terrain, on le constate quotidiennement avec toutes les patrouilles de la FINUL qui sont bloquées sur des pistes et qui deviennent par l'enchantement du notarial local des propriétés privées. Et après, sont apparues également beaucoup de choses assez intéressantes. Le long de la Blue Line, qui normalement est d'un accès totalement libre pour la FINUL, pour éviter toute forme d'incident et toute escalade d'incidents, est apparu un groupe écologiste, Green Without Borders, et qui construisait, pile au bord de la ligne de séparation, des tours d'observation pour protéger les oiseaux, les animaux. Donc vous voyez la guerre détournée que menait le Hezbollah contre la FINUL au sud Liban. Alors je sais que l'armée israélienne était globalement, et que le gouvernement israélien pouvait être globalement mécontent du travail de la FINUL. La FINUL, ce n'était pas son mandat de désarmer le Hezbollah, en tout cas pas de l'affronter directement. En tout cas, il y a eu des affrontements violents, des tirs, des voitures brûlées, des personnels blessés, et récemment même la FINUL a fait une déclaration protestant contre des tirs du Hezbollah, des tirs d'intimidation contre des soldats ghanéens et même dans le secteur français. Donc voilà. Alors maintenant, effectivement, devant cette situation, une forme d'impasse devant les reproches qui sont faits au gouvernement libanais et à la non-intervention de l'armée libanaise au sud, l'armée israélienne, dans la foulée de la guerre à Gaza, intervient. Donc voilà la logique d'intervention et la logique opérationnelle de l'armée israélienne au sud Liban. Est-ce que l'armée libanaise a les moyens d'intervenir? Non, elle a Je peux répondre. Oui. Très rapidement, parce c'est une qu'on est avec question. Claude Moniquet et il y a un autre aspect de cette guerre que j'aimerais aborder. En deux mots. Non seulement l'armée libanaise n'a pas les moyens, mais quand les moyens opérationnels, les moyens d'entraînement, les moyens de formation, les moyens d'encadrement, au niveau tactique, technique pur, non. Mais au sud Liban, l'armée libanaise, je ne vais pas dire marcher dans la main dans la main avec le Hezbollah, mais enfin, c'était pas loin. Franchement, c'était pas loin. Allez, on enchaîne. On est avec Claude Moniquet, notre spécialiste renseignement. Bonjour Claude, merci d'être avec nous. Je voulais qu'on aborde avec vous un aspect important dans cette guerre asymétrique qu'elles mènent les autorités iraniennes, qui ont déjà frappé donc des centres de données, on en a parlé, d'entreprises américaines au Moyen-Orient, mais elles ont aussi menacé de recommencer et pourraient également s'en prendre à ces fameux câbles Internet qui passent par le détroit d'Ormuz. Et c'est pas anodin justement dans cet aspect de guerre. La manière dont les Iraniens peuvent mener leur guerre asymétrique dans le domaine du cyber, c'est d'une part, effectivement, ils attaquent sur les centres de données, les centres de recherche. Il y a déjà 3 centres d'Amazon qui ont été ciblés, vous l'avez rappelé, à Bahreïn et aux Émirats arabes unis. Et après, vous avez les cyberattaques sur lesquelles on peut revenir. Et puis, il y a ces fameux câbles Internet. Il y a 17 câbles Internet qui traversent le détroit d'Ormuz, puisque c'est un passage très étroit, donc idéal pour faire passer des câbles d'une terre à l'autre. Et par ces 17 câbles transitent à peu près 30% des flux Internet mondiaux, donc quand même une très très grande partie des flux entre l'Asie et l'Europe. Donc s'ils étaient sabotés d'une part, ou simplement victimes d'un accident, si un pétrolier est coulé demain, dans le détroit, c'est une petite baignoire, c'est très peu profond, mais ça pourrait endommager les câbles et ça pourrait évidemment avoir un effet direct sur les flux Internet. Alors la sécurité en matière de câbles Internet, c'est la redondance. Donc si à un moment donné ces câbles sont sectionnés, sabotés ou endommagés accidentellement, ça va ralentir, voire arrêter le flux Internet pendant quelques heures ou quelques jours, mais très rapidement, les données seront redirigées par d'autres routes. Donc l'embarras ne sera que passager. Après, cela étant, il faudra réparer. Et puis il y a aussi ces cyberattaques dont je parlais. L'Iran est considéré, avec la Chine et la Russie, comme l'un des 3 acteurs majeurs d'attaques cyber dans le monde, que ce soit pour des raisons économiques, de vol, de piratage, d'espionnage, etc. Donc voilà encore un des 3 aspects de cette guerre asymétrique dans le cyber que Téhéran peut mener pour viser les intérêts américains et israéliens, mais automatiquement, ça aura un impact sur l'ensemble du monde, y compris sur l'Europe.
Et c'est important d'en parler. Merci. Restez avec nous, Claude, parce que j'aimerais vous faire agir sur un autre sujet dans quelques instants. Nous sommes au 22e jour de cette guerre et le moins qu'on puisse dire, on en a beaucoup parlé. Le régime iranien a été donc littéralement décapité. De nombreux responsables politiques et militaires ont été tués par des frappes israéliennes et américaines. On voit cela avec Chloé Tarka. L'Iran est en train d'être décimé. C'est ce qu'a affirmé jeudi le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En 3 semaines, plusieurs figures clés du régime iranien ont en effet été ciblées. C'est dès le premier jour de la guerre que le coup le plus spectaculaire est porté. Le guide suprême Ali Khamenei, au pouvoir depuis 1989, est tué le 28 février lors d'une frappe à Téhéran. Dans le même temps, plusieurs hauts responsables militaires sont éliminés. Mohammad Pakpour, récemment nommé à la tête des gardiens de la Révolution, est lui aussi tué dès le début du conflit. Autre figure majeure, Ali Shamrani, pilier de l'appareil sécuritaire depuis les années 1980, est tué lors des premières frappes. Même sort pour Mohammad Shirazi, chargé de coordonner les différentes branches des forces de sécurité au sein du bureau du guide suprême, et pour Abdelrahim Moussavi, nommé chef d'état-major des forces armées iraniennes quelques mois plus tôt. Le 17 mars, Ali Larijani, figure politique majeure du régime, est tué à son tour dans une frappe israélienne dans la région de Téhéran. Malgré ces pertes, certaines figures clés ont survécu, comme le président du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf. Mais surtout, la République islamique s'est rapidement réorganisée, remplaçant les responsables tués, tout en poursuivant la guerre contre les États-Unis et Israël. Voilà, Manaz, Chirali, on a le sentiment que, évidemment, le régime a été décapité, mais les mollahs sont toujours présents et bien présents, on l'a vu depuis le début de cette émission. La République islamique a littéralement perdu sa tête, et proprement perdu sa tête. Et ce qui est vraiment intéressant... Et on a des doutes sur le nouveau guide également, sur le fait qu'il soit vivant, blessé, etc. Ça fait 500 ans, les chiites croient en imam caché, ils pensent que l'imam caché est vivant, donc ça ne m'étonne pas que Khamenei, on croit qu'il est encore vivant, mais bon, ça fait, je pense qu'il est mort avec son père et qu'on ne l'a pas encore enterré. Mais je voulais juste vous dire une chose, contrairement à ce que les experts de plateau en France prétendent, la République islamique n'a pas un stock inépuisable de criminels de guerre et d'ayatollahs à sa tête. Ces gens-là, quand ils tombent, ils sont irremplaçables et la République islamique, alors qu'il avait beaucoup de mal pour les remplacer, ils ont complètement à terre, sauf sur les plateaux de médias français. Heureusement, ce n'est pas le cas pas sur notre chaîne. D'accord, merci, rassurez-moi, Manaz Chirali. Mais pour vous dire que c'est vraiment très étonnant, cette manière... On dit les faits, rien que les faits. On a créé de Larijani un philosophe kantien, alors qu'il était l'architecte des massacres des 8 et 9 janvier. On oublie le dire et on pleure son élimination, comme quoi c'était une lumière qui a été éliminée et que c'est très facile pour la République islamique de remplacer ces lumières, mais c'est absolument pas le cas. Le régime est à terre, le régime a complètement perdu sa confiance. 22 jours après, on voit qu'il y a des défections, on voit complètement les postes, l'armée, tout, ils ont perdu leur confiance. Ils n'ont même pas des bases où aller. Ils se réfugient sous les ponts et encore, ils sont visés systématiquement. Il faut arrêter de faire croire aux spectateurs français que le régime est encore debout, le régime est solide et qu'avec les bombardements, on n'arrive pas à renverser un régime comme la République. Bien sûr que si, le régime est déjà tombé et on attend encore de dégager son cadavre de terre iranien. Alors, en attendant, Claude Miquet est toujours avec nous. Les mollahs, hélas, même si Manaz Chirali dit que, évidemment, le régime est décapité, mais les mollahs poursuivent leur sale boulot chez eux. Il y a eu 3 émeutiers, on en a parlé. En fait, des manifestants donc, qui ont été arrêtés en janvier, qui ont été pendus jeudi matin à Téhéran. Les mollahs continuent leur sale boulot, Claude. Matin, 3 pendaisons de soi-disant émeutiers, donc de manifestants du mois de janvier, dont un gamin, un jeune homme de 19 ans, un lutteur sportif qui a été pendu. Mercredi, c'était un espion, soi-disant espion au profit d'Israël, qui était un citoyen d'ailleurs irano-suédois, ce qui a provoqué colère et indignation en Suède, mais enfin sans beaucoup de réaction à part cette colère verbale.
Mais oui, la répression continue, bien entendu. Les mollahs ont alors les Bassidji, Marnaz avait tout à fait raison, les Bassidji sont dans un très mauvais état, leur état-major a été décimé, des centaines de leurs commandants et de leurs soldats ont été tués, tous leurs bâtiments ont été détruits, hein, ils vivent effectivement sous des tentes. Quand on a frappé les chefs du Bassidj cette semaine, c'était dans des villages de tentes, parce qu'ils n'ont plus effectivement de bâtiments où aller s'abriter. Mais ils restent quand même actifs dans la répression et le régime a un stock, malheureusement, il faut le dire comme ça, de détenus, à peu près entre 500 et 600 arrestations pour sabotage ou espionnage depuis le début de la guerre, qui se rajoutent aux dizaines de milliers de manifestants qui ont été arrêtés en décembre et en janvier. Parmi les gens qui sont en prison, il y a également, et à un moment donné, ça va sans doute être utilisé dans le cadre de la diplomatie des otages, il y a probablement une vingtaine de binationaux, dont certains ont des nationalités européennes, qui sont en prison, certains condamnés à mort pour espionnage, déjà, parfois depuis des années. Hein. Je pense par exemple à un médecin iranien Claude, est un spécialiste. je vais devoir vous interrompre, Claude. Je suis désolé, mais vous savez, nous avons nos équipes qui sont sur le terrain, donc priorité toujours au terrain. Et vous connaissez, hein, vous avez fait beaucoup de terrain également dans votre vie avec les alertes, etc. Je ne voudrais pas leur faire prendre le moindre risque. Nous sommes avec Valentin Rouillon et Fabrice Elsner en Israël. Merci Valentin, vous venez de vous connecter. Vous êtes sur un des lieux où il y a eu des dégâts récents. Racontez-nous. Oui, absolument. Cela fait suite à l'alerte qu'il y a eu ce matin aux alentours de 8h30. Et regardez, en fait, on voulait montrer, c'est assez caractéristique. À chaque fois, en fait, vous avez ce qu'on voit là sur les voitures. Donc ça s'est passé ce matin. Déjà, tout a été mis en sécurité. Il y a ces bâches qui ont été installées sur les voitures touchées. Mais il y a cette terre qui est toujours assez caractéristique, qui revient parce qu'en fait, les débris de missiles tombent. Toujours ces missiles à défragmentation qui sont utilisés par l'Iran et projettent donc de la terre une fois qu'ils sont tombés. Ici, vous avez un exemple donc de ces débris qui ont un peu casser des tuiles, qui est tombé en fait de l'autre côté visiblement de cette maison en partie. Et vous voyez, il y a plusieurs voitures qui ont été touchées dans la rue, qui ont été enlevées, mais en tout cas, voilà, c'est toujours l'utilisation de ces missiles à défragmentation qui ont la particularité en fait de toucher plusieurs zones au kilomètre carré. Et dans la ville où nous sommes ici, au sud de Tel Aviv, en banlieue de Tel Aviv, eh bien, c'est plusieurs zones qui ont été touchées avec plusieurs kilomètres de différence à chaque fois. Merci beaucoup Valentin Rouillon avec Fabrice Elsner. Ainsi se termine cette édition. Je vous retrouve moi personnellement à 17h pour Punchline. Merci à vous de m'avoir entouré. Dans quelques instants, c'est Julien Pasquet.